Alors, on ne cesse de dire que la vente, c'est de l'humain, depuis ce matin, et que il s'agit bien de force de vente, de force. Alors, on va recommencer par le début. C'est quoi un commercial? Et pourquoi un commercial, ce serait un personnage, homme ou femme, si hirsute, pour reprendre la formule de Ferry, rebelle, tel qu'il serait incapable à manager? D'où vient cette idée déjà, Pascal Brassier? Il y a plusieurs croyances, comme souvent, autour de la vente, et plusieurs croyances historiques. Il y en a une, d'ailleurs, je veux lui tordre le cou en 10 secondes, je vais employer volontairement, mais mes amis savent que je le suis, une image provocatrice, c'est à propos des enseignants. J'ai entendu tout à l'heure, les professeurs ne connaissent pas nécessairement la vie de l'entreprise. Il y a une particularité pour les profs de vente qu'on trouve aussi éventuellement chez d'autres. Mais on peut croire qu'un enseignant, c'est comme quelqu'un qui, autrefois, pour résoudre ses problèmes amoureux, allait voir le conseiller matrimonial à la paroisse, qui allait lui dire « Chère madame, cher monsieur, référez-vous au grand livre, vous verrez qu'il faut aimer votre prochain, s'occuper de lui, etc. » Donc je peux me référer au livre. Et les professeurs de vente que je connais à peu près tous, parce que je ne peux pas garantir à 100% que c'est le cas de tous, mais je le crois, ça serait plutôt quelqu'un qui vous dirait « Écoute, j'ai beaucoup d'orgasmes à mon actif, je vais t'expliquer comment trouver le bouton qui marche. » Je veux dire par là que tous mes collègues et moi-même, nous sommes des gens qui avons pratiqué la vente et le management des ventes avant de l'enseigner. Et c'est une particularité peut-être du domaine commercial. C'est une des croyances, mais il y en a d'autres. Une autre, c'est que les commerciaux sont des indisciplinés, qui ne sont pas capables de s'organiser, qui vous arrangent les chiffres comme ils veulent, etc. Mais je crois qu'on est tous fautifs. Je voudrais vous montrer juste une petite... On va faire un peu de calcul mental, un petit peu si vous voulez bien. Donc sur la diapo suivante, juste un chiffre qui datait d'avant la crise. C'est quelque chose qui permet sur presque 9000 commerciaux de voir ce que ça pourrait peser si on extrapolait les chiffres. La moyenne en France d'un commercial, c'est 400 visites. La moyenne de valeur de ces visites, c'est 1332 € de chiffre d'affaires. Ça fait combien de chiffre d'affaires annuel ? Bon, je vous montre le calcul. Vas-y, déroule. Ça fait 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Maintenant, on sait qu'il y a, allez, à la louche, très grosse louche, 1 million de vendeurs en France. Ça fait combien de chiffre d'affaires total? Ça fait plus que les 9% de PIB qu'évoquait notre ami Toiti tout à l'heure. Oui. C'est virtualisé dans le sens où c'est une extrapolation. Dans ces vendeurs, il y a des très grosses forces de vente internationales, donc qui font leur business partout dans le monde, les Michelin, les Airbus et autres. Donc évidemment, c'est bien au-delà du territoire national. Mais ça veut dire, ça mérite d'être managé, une force de vente. C'est une force, elle vend, elle va à l'action. Un vendeur, c'est quelqu'un qui est effectivement humain, qui est un des seuls médias qui est dans la relation interpersonnelle. C'est là la grande différence avec le marketing. Et ce que j'ai essayé de faire, je me suis livré à l'exercice suivant, c'est d'aller piocher dans une trentaine de recherches et de travaux faits par des collègues un petit peu partout, pour essayer de repérer ce que j'appellerais les 5 fautes majeures, ou pour être plus positif, les 5 axes de progrès majeurs qu'on peut avoir dans le management commercial. Je vous propose d'ailleurs, sur ces 5 points, que je vais juste égrener comme ça, en 1 minute, de vous évaluer vous-même. Première erreur, ou premier point de progrès, êtes-vous plutôt orienté client ou orienté nombril? Orienté client, ça veut dire qu'il faut oublier son nombril. Et l'orientation client dans les discours d'entreprise, parfois ça nous fait bien rire. Quand on voit les indicateurs majeurs sur lesquels on travaille dans le commerce, c'est mon chiffre d'affaires, c'est ma marge. Le client s'en fiche. Est-ce que c'est son taux de satisfaction? Est-ce que c'est son taux d'insatisfaction? Est-ce que c'est la réalisation de ses attentes? Si ça, on les a comme indicateur majeur de l'acte commercial, alors oui, on peut dire on est orienté client, réellement. Et on peut aider les gens à travailler là-dessus. On a créé un programme dans notre chaire de développement commercial à Clermont pour des PME. On a 80 PME cette année avec qui on aura travaillé sur des choses toutes simples, et elles sont preneuses. Les 7 axes stratégiques de la vente, le management de la valeur dans le processus de vente, des choses comme ça sur lesquelles ils sont très preneurs. Deuxième point. Un deuxième point, est-ce que vous avez une vente partagée ou, comme le dit un de mes collègues australiens, une vente dispersée? Ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut du collaboratif. On l'appelle tous de nos voeux. Est-ce que, mesdames, messieurs, dirigeants, managers et commerciaux, est-ce qu'on partage vraiment nos ventes? La relation client aujourd'hui, c'est beaucoup de gens concernés, c'est de la complexité, Francis Pétel le disait ce matin, c'est un processus où en fait la chaîne de valeur vaut, comme toute chaîne, la valeur du maillon le plus faible. Il y a des gens du marketing, il y a des gens de la logistique, il y a des gens de l'après-vente, il y a des gens de la finance, il y a des gens de l'administratif qui sont concernés par la relation client à long terme. Donc vente partagée, c'est au sein de votre équipe, c'est au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, le plus petit client et la plus petite vente standard mobilisent plusieurs personnes qui doivent connaître le client. Livrez-vous, tenez à ce petit exercice. 2 questions. Vous demandez à vos commerciaux quels sont, dans la dernière réunion, les 3 points clés qu'il y avait.
Vous risquez un petit moment de solitude. Essayez une autre question. Demandez aux non-commerciaux dans votre entreprise qui sont nos 3 plus gros clients de l'année. Vous risquez aussi une certaine solitude. Pourtant, ben oui, parce que les gens n'ont pas l'information de qui sont nos clients, comment vivent-ils avec nous, qu'est-ce que nous faisons tous pour eux. On connaît le classique, mais il faudrait qu'on mette vraiment des process en place là-dessus. Le classique accueil au standard ou accueil téléphonique qui va donner la tonalité de votre envie de service. Bien sûr. Un troisième axe de développement, c'est la fameuse performance. Mais le problème que ça nous pose, c'est est-ce qu'elle vient de plus d'efforts ou de plus d'infos ? La petite image, vous l'avez certainement déjà vue, celle-ci, on est passé du primate au néandertalien et quelques autres, et à l'homo, non pas Homo erectus, mais Homo informaticus. Nous traitons une quantité d'informations telle qu'on pourrait dire aujourd'hui, des recherches montrent que 90% de l'information qu'on manipule est à jeter. Elle est inutile. Est-ce que par contre on forme nos commerciaux à vraiment visualiser la valeur de chaque information pour notre process client et pour notre process durable. Dans développement durable, il y a développement, j'ai vu tout à l'heure. C'est exactement ça. J'hésite pas à dire, mon collègue Vidalé indiquait que ces outils techniques tuent la sociabilité marchande. Sociabilité marchande. Je vais même plus loin. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la sociabilité marchande ? Eh bien, la sociabilité marchande, c'est que depuis 4000 ans qu'on fait du commerce et de la vente, la route de la soie, c'est depuis 2000 ans des comptoirs de l'Europe jusqu'à la Chine. C'est un général chinois qui l'a créé le premier, qui a monté les premiers comptoirs. Qu'est-ce que c'est qu'un comptoir ? Eh bien, c'est que Thierry, demain, vous allez à Samarcande, vous avez une lettre de cachet, on va vous prêter de l'argent ou on va faire commerce avec vous parce qu'il y a une valeur sociable. Quelqu'un vous a mandaté et validé. Vous avez une réputation de confiance avec vous. C'est même castrateur psychologiquement, tous ces outils, parce qu'on s'abrite derrière. Quatrième point. C'est clé, hein, parce qu'on voit bien en quoi on doit dépasser la dimension simplement utilitaire des outils qu'on a vus aujourd'hui. Ils sont stratégiques, ils sont nouveaux, mais on revient à l'essentiel qui est la confiance. La confiance, et la confiance c'est l'humain, la réputation et la crédibilité. Je ne peux que vous dire, dans des ouvrages, notamment en parlant de réseaux sociaux, il y en a en vente sur le site, sur le stand DCF, pour un tarif confraternel. De quoi on parle ? De la confiance entre les gens. Un réseau, c'est une confiance partagée entre des gens. Et on se rend compte aujourd'hui, tenez, 2 chiffres sur les CRM, plus de relations clients, 2 managers commerciaux sur 5, sur une étude, veulent plus de CRM pour avoir plus de relations clients. Déjà, la traduction, elle est curieuse. Et on s'est rendu compte, dans une autre étude, que 3 commerciaux sur 5 n'utilisent que la messagerie et l'agenda en CRM. Donc là, il faut se poser des questions. Et près de 100% des clients, une autre le montre, veulent plus de présence physique terrain. Alors, quatrième point. Un quatrième point de développement, c'est celui-là, c'est nous dans nos rôles de manager. J'appellerais ça jauger les causes ou juger les gens. Est-ce que vous connaissez l'erreur d'attribution ? L'erreur d'attribution, on la commet tous. Il faut rester humble. C'est quand mon commercial réussit, c'est parce que l'entreprise fait des bons produits, c'est parce qu'il est bien managé, c'est parce que les temps vont bien, que le climat est beau. Bref, que ce n'est pas seulement grâce à lui, mais c'est normal, il y a une tendance. Par contre, quand ça ne va pas, c'est qu'il n'a pas bien travaillé. Je mets vite de côté mentalement, parce que sinon ça me fait un peu de mal psychologiquement, à l'ego. Je mets de côté le fait qu'on n'est peut-être pas bon au niveau management, que l'entreprise n'a pas fait les efforts nécessaires, que les clients et le climat économique est difficile. Bref, je surattribue sa capacité personnelle d'échec et je sous-valorise sa capacité de réussite. En termes de reconnaissance, ça l'affiche un peu mal quand même. Alors, évidemment, là, vous insistez sur un aspect qui est le responsable, le coordinateur, le chef, appelez-le comme vous voudrez, le leadership. Sur ce point... Le 5e point, le leadership, beaucoup de choses ont été faites là-dessus. J'aurais tendance à vous demander, est-ce que vous êtes un leader transformationnel ? Est-ce que vous apportez de la compétence ? Aujourd'hui, on a de la demande sur « aide-moi à passer mes problèmes »,« aide-moi à résoudre des problèmes inédits dont je ne connais pas encore les solutions ». C'est ce que les entreprises disent aujourd'hui aux commerciaux, à beaucoup de gens, vous allez rencontrer des situations inédites. Ou est-ce que, et c'est plutôt comme ça qu'on se comporte souvent, est-ce que nous sommes des contrôleurs obsessionnels ? C'est-à-dire des gens qui sommes l'œil sur le compteur et qui en fait regardons uniquement le résultat final sans regarder les causes de résultats ou les facteurs de résultats. Et dans ce cas-là, on a des études encore nombreuses et l'observation terrain le montre aussi. On se rend compte que le manager peut devenir une des principales causes d'inefficacité du commercial parce qu'on peut le brider. Je rappellerai qu'avec nos parents et notre conjoint, notre hiérarchique, tu peux faire passer la diapo, notre hiérarchique est la 3e personne, hiérarchique directe, en qui soit on a de la confiance et c'est développeur de capacité, d'accomplissement, de satisfaction, donc de performance,
Ou bien, au contraire, il est aussi un peu inhibiteur et à ce moment-là, il y a un désir très simple. C'est que quand on est bon, on s'en va parce qu'on trouve un job ailleurs et quand on est mauvais, on reste parce que le temps est difficile dehors, donc on va rester à l'abri. Oui, mais ça, on revient à ce que disait Marc Ducolin ce Oui. matin. Travailler dans l'angoisse, dans l'anxiété, sous la pression, c'est pas bon. C'est pas bon. On remet de l'humain. Dans ce que j'ai évoqué, le premier point, c'est quoi? C'est servir. Le deuxième point, en fait, c'est travailler de la performance partagée. Le troisième point, c'est être capable de travailler, en fait, sur des notions d'efficience, mais d'efficience réelle, humaine et durable. Le quatrième point, c'est travailler sur la capacité, en fait, à évaluer réellement les vraies causes d'échec ou surtout de succès, c'est du jardinage. Et le jardinage, ça demande de la patience et de la régularité. Et le cinquième point, c'est d'être des vrais leaders. C'est l'effet Pygmalion. Qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est qu'apprendre à faire grandir les gens pour qu'ils vous dépassent un jour. Quelqu'un me disait un jour, moi l'embêtant, mais c'est très bien, c'est qu'on vient de piquer les bons commerciaux pour en faire des managers dans mon équipe. Et je lui disais, oui mais Jeannot, c'est toi qui formes les meilleurs et tu les formes les plus vite et de façon vraiment solide et durable. Ils transforment vraiment les gens. Je crois que c'est ça aujourd'hui qu'on attend des managers. Mais pour eux, et là on en a beaucoup, est-ce qu'on nous apprend vraiment à être manager? Ça c'est une autre question. Donc on essaie, nous, de notre côté d'ailleurs, d'apporter quelques réponses là-dessus. Alors, 2 mots et on conclut. On connaît très court, on corrige le tir comment et l'étude de François Grimat, l'enquête que le questionnaire qu'on a donné. Alors, vous avez trouvé un questionnaire à remplir, vous n'avez pas le droit de sortir sans l'avoir rempli. Blague dans le coin, c'est un exemple de ce que nous pouvons faire ensemble. On a créé ce conseil scientifique pour partager ensemble, tout simplement, notre intérêt de la fonction commerciale. C'est partager nos travaux. Avec Iris en particulier, la plateforme, on va au fur et à mesure diffuser des choses qu'on a pu faire les uns ou les autres ou qu'on a pu collecter de nos collègues de France, de Navarre et d'ailleurs. C'est aussi constituer des nouveaux travaux et créer de nouvelles choses. On a, avec le Club Premier, commencé un travail, par exemple, qui va nous permettre d'approfondir sur des grandes forces de vente un certain nombre de choses avec un terrain, un véritable terrain. Mais c'est vrai aussi pour la PME ou la TPE de 5 personnes. Et un projet, je vous lance cette idée-là, parce que pour ça, on a besoin de votre participation active. C'est-à-dire quand on va créer des programmes, des études, quand on va créer des groupes dans les régions et dans les associations pour participer à des études où on vous demandera un tout petit peu de temps, il faut qu'il y ait de la réponse, il faut qu'il y ait du retour, il faut qu'il y ait cette envie de votre part de partager votre terrain. Un travail sur lequel on va plancher, c'est les standards de la fonction commerciale. Francis a évoqué le Chartered Institute, mes collègues anglais, on les connaît bien. Est-ce qu'on ne peut pas, comme le boulanger, le comptable, le médecin ou d'autres, demain dire, voilà, il y a des standards partagés de la fonction et des métiers commerciaux, standards de formation, de compétences, de résultats. Oui, on peut le faire, et c'est pour nous un terrain de recherche très intéressant, et c'est pour les praticiens un terrain d'application où on créera des nouveaux outils performants, je l'espère. D'où l'importance de remplir, en effet, ce questionnaire. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir les 3 derniers intervenants de cette soirée.